Stefan, why did you become an artist? Why? I always wanted to be an artist since I'm a kid. I never really thought that I could do something else, actually. So it's like eating, drinking, reading. It's just something I do. Yeah. Do you remember any specific time when you made the decision or thought about being an artist? No, I always, like everyone, draw and I just that was always my favorite things to do, and I always I build stuff all the time. Also, when I was a kid, and then first I was thinking I always thought architecture and art were the same thing in a way in my mind, so it's always have been in my plans, even though it was not really plans. It was just things to do. Yeah. What did you think? What did you think an artist could do? I mean, so you always wanted to be an artist, or imagined being an artist. Mm-hmm. Did you have an idea what an artist does or can do? Well, I think that's a strange thing about art. It's that you want to do. I mean, talking for me, of course, you want to do things that change, transforms something. So it could be, even though it's utopic, you want to change something in life, and poetry want to be part of life and change life, and it's something you have to believe in, even though it's almost impossible maybe. So, and also art does it's by doing things also, it's not just planning stuff, but it's really doing and playing with form, colors, and also programs, organizing stuff. It's a big part of art, I think. Changing the world. Yeah, in a way, and then of course, we learn that you can create worlds, imaginary worlds, and then you can compare, you can, even think that it could be some test for the future, but it's a game also. It's not, that it's, in part it's a metaphor, but it's if you can go out the metaphor and have some impact, it's Like language. Exactly. Yeah, language it's a good. I mean, what art can do is test the language and try to change languages. So color language or form, architecture, the way we use spaces, the way we control spaces, how we use time. All those are some kind of languages. So yes, it's a good one. Add to the language. Yeah, add and test other way to use it, maybe. To that extent, you think art is useful? Yes, I think it's the most useful thing you can find, and of course, it's the beauty of it is it's not really useful as something that makes running things or having. It's not supposed to be a tool of money maker or a power maker. It's sometimes used for that, of course, but it's like one of the paradox of art, of course. Mm-hmm. Yeah. I'm going to ask a question. What would be if you think about it, what would be your core interest that brought you to the professionalism that is required to be a professional working artist? You mean? I'm thinking that you worked with utopias, Mm-hmm.
and the relationship between what is real and what is fantasy. Mm-hmm. Would you see this as your core interest or only a part of it? Yeah, well, yeah, it's really, I don't know why, but I'm really, fascinating and always searching those places. So Utopia, all those structures and storytelling or movements that, try to organize life or and of course you have dystopias and Would you like to speak to that in French? maybe ouais, en fait pour parler de ce sujet-là, parce que ça c'est ce qui est le plus difficile à trouver, le cœur d'une pratique, pourquoi on fait ce qu'on fait. Puis, parce que j'ai l'impression que je m'intéresse à beaucoup de choses, mais effectivement il y a toujours moyen probablement de ramener ça à quelques idées et quelques thèmes clés. Puis j'ai essayé de construire différentes façons de les rendre clairs, à la fois pour moi mais pour les autres. Puis j'ai par exemple utilisé l'image des plans d'évasion dans mon travail, ou des mondes modèles. Donc il y a toujours cet intérêt pour la tension entre les modèles qu'on construit pour améliorer les choses, mais tout en laissant la porte ouverte à une certaine liberté, à un certain chaos. Donc c'est vraiment cette tension-là qui m'intéresse. Et donc les plans d'évasion, c'est ce paradoxe entre une évasion qui nous libère d'une situation qui nous force, qui nous contrôle, mais aussi l'évasion, c'est le pouvoir de la création, c'est le pouvoir du jeu. Donc c'est la vraie vie, c'est une forme de liberté en fait, pour se libérer d'illusions justement qui nous donnent l'impression qu'on est heureux ou que la vie a un sens quelconque. C'est ça qui m'intéresse dans tout ce que je fais un peu. Alors je peux le faire avec des dessins, des projections un peu des perspectives futuristes, mais aussi avec des activités, vraiment organiser des activités, essayer de créer des communautés temporaires pour tester des choses, des relations. Et puis ça me permet aussi d'intégrer beaucoup d'éléments de l'histoire, parce que je parle du futur, mais il y a vraiment mon intérêt pour l'histoire, de l'art, de la littérature, de la pensée en général. Donc ça me permet de voyager dans toutes les sources de création. You've worked with art history. You've worked with utopias and dystopias. Have a long history in art and culture. Yeah. I'm curious whether art historical forms of utopias and dystopias are of interest to you. You can speak in French if you wish. Do you want to know why, or more examples? Yeah. Utopia. It's something. I mean, the real utopia, the literature type of work. It's not the most fun things to read. It's usually it's really procedural. It tells every detail of a society, and of course it's very controlled. So the narrative also is usually very regular, and there's no much freedom in the way it's written usually. So, but I never understood how you could
spend so much time to imagine a world where you try to think about everything a society would need, you know. It's just amazing for me. So it's just plain simple. I'm amazed when I read those things. But of course you have, like in painting, the story of painting, you could find it's related to how science and the way we see the world, you know, there is a connection. So for example, how we start to do landscape from the sky, stuff like that, in the 60th century probably. A bit before. Altdorfer. Altdorfer. Yeah. So you know, it's a way to travel across all those references, and then you have, you know, the dystopian literature that is really amazing too. I'd like to come to back to the question of how you imagine developing a work. Okay, so if the core ideas are as you have addressed them, how do you embody that in a work? Is there a particular strategy or procedure? It's like, I think I'm always, you know, I'm always reading and En français, si vous... Ah, oui, peut-être. Comment j'arrive à faire un travail, enfin un projet, développer un projet. Habituellement, je dirais qu'en fait, c'est drôle parce qu'à partir d'un moment donné, j'arrive pas à voir où commence un projet particulier, parce qu'à part, on pourrait y aller d'une façon concrète en disant ok, je reçois une invitation, et donc là il faut que j'ai un peu dans une banque de données de projets, et puis je peux choisir, proposer tel projet. Mais souvent évidemment c'est lié à un contexte spécifique, et c'est comme si si tu m'avais posé la question il y a 10-15 ans, j'aurais eu plus facile à te répondre en fait. C'est ça que je trouve étrange. Maintenant c'est comme si je suis toujours en train de construire plusieurs projets, et quand il y a une opportunité qui se présente, j'adapte quelque chose qui est en cours déjà, ou des repères que j'ai déjà repérés dans certains types de littérature ou certains types de projets architecturaux, des intérêts aussi de collaboration avec des artistes de la performance par exemple. Et donc et souvent j'adapte certains de ces éléments-là à un contexte spécifique, donc où la recherche s'ancre un peu plus de façon spécifique. Donc je sais pas si je réponds pas vraiment à la question, mais c'est comme si en fait j'ai trop de projets, j'ai juste difficile à choisir lesquels je vais utiliser ou les éléments que je vais utiliser pour donc c'est beaucoup plus de réduire après à un moment donné que de faire un choix. Of course, we're interested in you're speaking to a particular work, and in this respect, in how you've been talking. Do you feel that the Metacampus project would be an example? Oh, that's good. Sorry. Oui, ce sera un bon projet comme exemple, parce que ça, pour expliquer comment un projet se développe, c'est un bon exemple. Parce que dans ce cas-là, c'est les intérêts, le cœur de la pratique, c'est l'intérêt pour l'urbanisme, la construction de sociétés, de micro-sociétés, etc. Et donc le cas de l'université, qui est une utopie réalisée jusqu'à un certain point,
On va parfois appeler ça une hétérotopie, mais c'est plus que ça, je pense. C'est vraiment une société dans la société. Donc, pour le projet que j'avais développé autour de l'UQAM comme université, mais plus peut-être sur l'université en général, l'histoire de l'université, les gens qui la font exister. Donc c'est ça, il y a à la fois des éléments contextuels, donc un travail spécifique, l'histoire de l'architecture, l'histoire du programme politique qui est socio-économique, qui a fait émerger une université comme celle-là, et évidemment des questions plus larges sur le modèle de l'université, principalement évidemment dans la culture occidentale, qu'est-ce que ça représente, pourquoi c'est né au Moyen-Âge, et son histoire, tout ça est vraiment fascinant. Et donc la façon dont j'ai développé le projet, en travaillant en partie avec des maquettes et des entrevues. Dans ce cas-là, j'ai fait des entrevues et j'ai fait quelques tournages avec des artistes de la performance dans certains secteurs de l'université. Donc c'était vraiment l'idée d'amener un récit dans ce qui est un récit concrétisé, si on prend l'idée du récit et de l'université comme un modèle qui est à la fois une fiction jusqu'à certains points, une utopie, mais un projet en marche, avec tout ce que ça implique de politique, down by the earth. Il y a vraiment, tu sais, par exemple, il y a des images qui sont tournées dans les sous-sols où on voit vraiment les boyaux de la machine universitaire. Puis évidemment, on voit des chercheurs qui parlent de leur projet. Et donc j'avais approché chaque personne à qui j'ai parlé avec vraiment une idée toute simple. Dans université, universalité, univers. Donc je leur ai simplement demandé où ils situaient leur travail entre ces deux tensions. C'est la recherche d'une unité, d'un modèle unique qui pourrait englober tel ou tel aspect d'un savoir ou d'une sphère d'une société, etc. Et évidemment les modèles pluriels, multiculturels, etc. Donc il y avait des chercheurs vraiment en astrophysique pour les modèles de multivers et des chercheurs plutôt en sociologie, etc. Donc tu vois, il y avait vraiment... Donc ça c'est vraiment un projet avec beaucoup de facettes. Il y avait aussi des éléments formels, tu sais, vraiment de pratique de sculpture, presque comme de l'architecture, avec des parties qui sont praticables par le public, qui créent des points de vue. Beaucoup de dessins aussi, parce qu'évidemment le dessin il sert à développer une partie des idées que tu peux concrétiser dans un local spécifique. Tu peux vraiment ouvrir sur des chapitres entiers qui sont simplement énoncés grâce au dessin et qui ouvrent sur toutes les potentialités d'une recherche spécifique. You teach at university. Yes. As part of, not necessarily Metacampus, but as a part of that construct, do you find yourself as an artist learning from the experience with the students? Yes, actually, it's like I learn a lot because it's always giving occasion to, students have interests that you not necessarily have, and then sometimes my curiosity is awakened and I go and I discover, really interesting artists or ways to look to things, talking with students. So it's one of the best, I think, the main, plus side that I find in teaching. As opposed to the administration. Yes. Yes.
your work is very material, Mm-hmm. and yet it's dealing with vast ideas, you might say. Mm-hmm. Do you see a relationship between the materials that you employ and these ideas? Mm-hmm. Well, yeah, it's strange because sometimes I often say to myself, I should just write and not build stuff. But I'm so interested in the actual physical experience of things, and I never really be able. Je n'ai jamais vraiment été capable de séparer la vie physique et l'expérience de l'espace et du temps comme une expérience éminemment physique, tout en étant une expérience éminemment mentale et spirituelle ou philosophique. Donc je n'arrive pas à faire l'un sans l'autre. C'est comme deux urgences qui se nourrissent l'une l'autre au lieu de s'écarter, de favoriser un travail qui serait conceptuel, plus littéraire. Ça pourrait, j'aurais les moyens de le faire. Je pourrais aller vraiment vers le dessin, l'écriture, peut-être avec la vidéo, ce serait vraiment, ce serait déjà super intéressant. Mais j'ai je sais pas pourquoi cette urgence de construire des espaces qui peuvent être vécus. C'est comme si ouais, c'est ça. C'est comme écrire un récit, mais j'ai comme l'envie qu'il soit habitable aussi. C'est vraiment ça. Il y a vraiment l'idée d'habiter qui est importante dans mon travail. Personally, I can't imagine seeing Sam Beckett's Waiting for Godot without seeing the play. Mm-hmm. Somehow the play, the materialization of the text, seems fundamental. You would agree? Yes. Well, I'm not a fan of, theater on book. It's just rarely, and actually, I really using a lot of literature references in my work, or it's sources of ideas a lot, and Beckett is one of my favorite writers, and I it's that kind of writer that you wanna build the world he described. I really wanted to do that, so I did one specific project to just make it happen because I needed it to be inside one of a space or something. Can you describe that? So it's called Séjour Bistre, and it's a big installation, architectural installation, but it's actually it was made to be like a piece of territory where you have a hole in the floor where someone lives, and it's so you have a tunnel to go there, and you have a ramp that bring you on top. You have this hole in the ground, and in this hole you have someone living, and there's another hole where you can hide, and it's also a music chamber, so it's like an instrument that you can play. You can actually play with a Cor Français. You have this mouthpiece. You can plug in the architecture and make it sound. So it was, and then I work with Sarah Wendt, who is the performance artist that I invited to be the person who live inside this place. Yeah. And then it's also a monochrome. So I'm really interested in monochrome, the monochrome history. So when I do architectural space, it's usually a monochrome too, like a monochrome that you unfold and use to build a space.
that piece also is somehow comedic. Mhm. I guess you could call it, or it has been called, a theatre of the absurd. Does comedy or humor play an important part in the work? Yes, I think there is a lot of humor in my projects usually, but it's not the the humor, the one-liner humor that you can find a lot in contemporary art sometimes. It's more yeah, something like absurd humor, and I hope subtle humor. um, and how do you call them? You can speak in French. Le burlesque, il y a un petit peu de burlesque, mais qui est dans la lecture potentielle de l'espace, plutôt que de le désigner directement. Sauf quand j'invite, si par exemple je travaille avec des artistes de la performance, comme dans la Cité performative, qui est un autre projet similaire à Multiversité, Métacampus, où là j'avais invité une dizaine d'artistes de la performance à être les habitants d'un site urbain, mais dont les codes de société dominants étaient un peu l'alternative que les artistes de la performance représentent habituellement. Donc c'est eux qui devenaient la norme dans cet espace. Et là, il y avait vraiment des artistes que j'avais invités qui ont directement un travail proche du burlesque. Parce qu'évidemment, les comportements dans le burlesque, les comportements humains sont souvent surjoués, puis amenés jusqu'à l'absurde et la gaffe, et la répétition, donc la folie un peu, la perte de contrôle. Parce que j'ai un monde formel qui est assez contrôlé, assez organisé, avec des angles, tu sais, la triangulation, tout ça. Et j'ai vraiment besoin d'amener du chaos dans tout ça. Et souvent, c'est grâce à des collaborations que je permets le hasard et la perte de contrôle d'être véritable et pas juste une image de la perte de contrôle. Roland Barthes has suggested that though many would think otherwise, art is not about literalism or realism. It's not about symbolism. It's about what he calls the obtuse, that which is hard to grasp, that which is funny, that which is stupid perhaps. It might be in the bizarre. Would you agree? Wow. I don't know. Burlesque. Yes. Well, I think, I don't know if I would say it like Barthes, but I think all he said it's not about makes possible what he says it's about. So it's related for me, but yes, sir. Barthes is understood as a theorist. Mm-hmm. Does theory play a part in your research? Yes. Yes, theory. Yes, it's played a big part, but I not when I realize stuff. It's really it's just one thing. Je vais le dire en français. La théorie est importante dans mon travail, mais ça fait partie. C'est aussi important que la littérature, même la fiction, l'histoire de l'art. C'est un des éléments qui m'intéresse, l'histoire de l'architecture, des formes, des usages.
la façon dont on utilise l'urbanisme, comment on le construit, les structures de pouvoir, tout ça. Pour moi, la théorie, c'est une des sources de fonctionnement. C'est pas c'est sûr qu'à un moment donné, on pourrait dire que c'est ce qui unit toutes les sources pour construire un modèle, puis le mettre en pratique. Mais quand il s'agit de produire les pièces ou de construire vraiment un projet spécifique, je pense que une pièce est réussie si on ne sent pas la théorie, en fait, tout simplement. Mais elle fait partie des outils, des matériaux qui permettent la réalisation du projet. Je ne sais pas si c'est le ciment ou la brique, mais ça fait partie de ce qu'on a besoin pour construire un projet. On the other side, the public. How, when you think about your work or you produce the work, do you have the public in mind? Or do you have an understanding of how the public should come to the work, or Yes. is that a separate entity? Yeah. Je crois que ma compréhension ou mon intérêt pour l'entité publique a évolué dans le temps, dans mon travail. Tout un temps, je crois que je m'étais conforté dans l'idée postmoderne que on ne peut pas que rien n'existe sans le regard d'une personne, que ce soit l'artiste ou le public. Là, on parle du public. Donc l'œuvre n'existe pas s'il n'y a pas un membre du public pour lui donner vie. Et c'est sûr que ça fait partie de l'écosystème de l'art et de ce qu'est une œuvre d'art. En fait, il y a besoin forcément de quelqu'un, c'est un objet de relation. Mais en même temps, dans les faits, je n'y pense pas du tout. Sinon dans certaines... Quand les choix concrets de mise en espace pour tel ou tel espace d'exposition, ou si on considère que, par exemple, le lieu, si ce que je propose est un lieu, c'est un lieu qui est habité, donc le lieu a un usage, hein, donc comme un terrier, comme un animal aurait fait un terrier, il est toujours fait de la même façon parce qu'il répond à un besoin très spécifique, dans un écosystème très spécifique. Donc j'essaie de penser chaque projet comme un écosystème qui a une logique interne, avec des habitants qui sont là. Mais c'est pas nécessairement le public, mais forcément ça va inclure le public. Mais je sais pas si tu vois la nuance. Et donc quand le moment vient de mettre en espace, etc., il y a quand même une réflexion sur l'expérience, le parcours. C'est vraiment le parcours dans les lieux joue vraiment un jeu à ce moment-là. Zeitgeist. People often talk about how an artist is contributing to a dominant discourse or a zeitgeist, something that's in the air, as it were. Do you have that experience? Do you feel that you're somehow working to a zeitgeist or within a discourse that you're contributing something to? Is there a particularity? Is it a particular zeitgeist that you think of? Or do you believe in it? It's not a question that I ask myself, actually. So and I think my work is, from his era. It's relevant, but
I don't know if it's responding to modes, but maybe one of the elements that's I think really part of something that's happening is I think it's part of something that on entend de plus en plus parler d'un changement un peu de paradigme où on aurait quitté la postmodernité, on serait dans une métamodernité peut-être. Et j'ai l'impression que mon travail il fait cette réévaluation entre la modernité et la postmodernité depuis un certain temps. Et donc il participe à ce re-questionnement, ce repositionnement, où on quitte un peu peut-être un certain cynisme et on revient peut-être à des idées, même si elles sont encore contestées, peut-être plus dans les milieux académiques d'ailleurs qu'ailleurs, mais des questions où un certain universalisme est de nouveau envisageable. Et donc mon travail, les thèmes et les sujets qui m'intéressent touchent certains grands récits qui ont été pas mal décriés pour de bonnes raisons évidemment parfois. Donc il y a peut-être un premier ancrage de ce côté-là, puis aussi je pense tout le travail sur la forme, l'usage, le fait quand on travaille sur des lieux qu'on peut expérimenter physiquement, on n'est pas toujours très loin de l'art and craft, donc d'une espèce d'utopie un peu à la Bauhaus, tu vois, où il y a quand même ce souhait qu'il y ait une connexion entre un vrai usage et un monde qui est vraiment poétique, gratuit et purement en partie fictif peut-être. Curators. Artists now work so often with curators. It's even being called a post-studio practice. Mm-hmm. Many artists don't even have a studio. They work with curators. Mm-hmm. Do you have that experience yourself? I know you have a studio, we're in it. Mm-hmm. But is the curator become central to your practice? That's a very rich subject. Because first I think in my experience post-studio practices are not necessarily related to curator in a way. You know, you could be your own curator, of course, and it's the way you outsource the realizations of your concepts. So you are post-studio anyway. You don't need a curator anyway, but the work with the curator is really, it's a hot topic these days, and you have all those discussions about the artist curator, the curator as an artist or creator, and recently I had the occasions to be co-curator of one of my shows. For some reason that this thing happened, so it's strange because I think la question la question du curator c'est aussi la question de l'exposition comme médium qui est appliqué, et j'ai toujours l'impression que
qu'une exposition était un médium depuis beaucoup d'années. Et donc le travail avec le commissaire, c'est des choses qui sont possibles. C'est comme quand c'est une relation de travail qui est un témoin ou un partenaire privilégié, quelqu'un avec qui tu as une discussion, qui t'aide à construire un projet. J'ai travaillé récemment avec Ariane de Blois, qui était vraiment un très beau projet où là il y avait vraiment une discussion entre deux personnes pour développer un projet. Et des fois c'est plus formel, pratico-pratique, tu sais, où il y a un organisateur qui est plutôt la courroie de transmission avec une institution. Donc je ne sais pas si c'est... Is it that type of curator that you think of? There are many types of curators. Yes. That'll do. Turning to critics, in your experience, actually, Stefan, have you found there's a particular kind of criticism or a particular kind of critic that you enjoy or you feel is most useful to you? That's a touchy thing because we tend to complain that there is not enough critic anymore. But if you are criticized, it's of course not, So I don't know. It's like yeah. It's sometimes so related to scenes, So it's, but of course, fair analysis of a work, and if you bring ideas, and it's not just trashing for fun, it's great. I mean, it's just part of the world we want to live in. So it's important, but of course there's less and less critique, I think, in a way. So if there is no critiques, hopefully there is more reflection, theory, publications about topics that includes what we do. In a discussion in Toronto, it was suggested that perhaps one could do with fewer critics and more gossip. Wow. Didn't think about that. Gossip as understood with artists talking to artists, and as they do. Mm-hmm. Do you find that a richer environment? Oh my God, I don't know. Gossip. Well, if it's organized a bit and it have some purpose, maybe yes, for sure. But if it's just do you know what? I don't know. What about panel discussions, conferences? Yes. Yeah, those are. Would that important. be the most important, perhaps? I think it's great. Yeah, it's where you meet people and they have. What's great? It's they bring their reflection to a format that is quicker in a way. So yeah, it's important. Do you go to many conferences? Yes, I organize some also. You are an artist researcher because you teach at the university. Mm-hmm. Do you like the term? Well, I kind of used it before being a teacher, actually, because I'm not, pretending that I'm finding stuff, but I'm always searching something, and I always find myself to be curious for new topics, new artists, new literature. So yeah, I have the feeling that I'm searching for something, even though I don't need to really find something.
Careers can be overwhelming. Did you think about how overwhelming a career can be when you were coming into the profession? Is this something you've learned since? I never really thought, not really, being artist, and well, I had to learn that you had to plan and think ahead, So I had to learn that, and it's not in my genes, I would say. But no, no, it's not. It's never too much, but it's sometimes you find yourself exhausted, deeply exhausted, and you realize then that maybe you have to take a break. But it's just you just cannot stop. I don't know. It's like it's not because you wanna. Well, you want to be recognized, of course, but there's not real specific goals. It's like it's just going for it, even though you don't know what. A career in which you persevere and you don't know what it is. Mm-hmm. Yeah, totally. It's strange. Well, you learn that there is steps you have to cross and connections that helps and stuff, but also you have to let things happen and focus on the inside of what you're building. It's just The core of the career is your own work. Yeah, I mean, if you forget that, I don't know what you do, but something else. Which brings us to the art system. Mm-hmm. Do you want to talk about your views on the art system? In Canada and abroad, Yeah. international. Art system. Well, I would say, coming from Europe, and I'm, being here since 20 years now. 20 years, yeah. Yes. I think it's a very exceptional place to live as an artist. I don't know if it's specifically in Quebec and specifically in Montreal, in my case, but I really found a lot of allies, in different subculture of the system. So it could be amazing. I call them allies. Like it could be a curator, it could be a gallerist, private gallerist, it could be Artisan Centers community, of course. Maybe it's my main crowd in a way. It could be museums. So I have that chance, I think, and I think it's easier here than in Europe probably. That I never really had to choose one specific crowd, or because my work would need this or this or this. So I think it's more horizontal than in other countries, and it's amazing because it's not the same. It's always another equilibrium that you have to find. What kind of project you do, for which reasons, and there's interesting and amazing creative people in a lot of the subcultures, I would say. So I think that's amazing when it can be done. So for the the big art scene, well, I mean everyone knows that Canada is not on the main highway,
So if you wanna be on that highway, then you have to move. I mean, that's plain simple. I think. Which also brings us to collectors. Collectors are often on that main highway, but sometimes not. Do you have any experience with collectors, or do you have an idea of what kind of collector you would like to see? Well, I don't know. I don't met that much collectors. I've been collected a bit in museums. In Quebec, I think, and one in Belgium, and private collectors, a few, but I don't have a lot of experience actually that area. What about Instagram and other technological tools by which to get the work distributed? Do you find those useful? I don't use Instagram. I have a website, so that's my main tool on internet. Yes, I have to speak louder. But technology in general plays a role in my work, but not in the way that it's. I think there is a lot of people who know how to use communications tools. Sometimes it takes too much place. In some institutions, it's just a disease actually, the communication department. But in the own promotion part of being an artist, it's part of what we do. It evolves and we evolve with it. I think it's just there to make things faster and easier, so. Do you think in making it faster that there is a loss of attention? Yes, sometimes, of course, yeah. Art comes, art goes. Yes, I mean, I don't know if it's the same thing, but the fair, how art scenes and fair are beginning to be the main model, and la périodication, la façon on structure l'apparition, la disparition de la marchandise. Évidemment qu'il y a ce problème-là aussi dans la partie commerciale de l'art contemporain. Ça fait partie des réalités de notre hyper-modernité. Somebody a while ago suggested that in the 1980s and 90s it was the Biennale, and in the 21st century it's the art fair. Is that your experience? Well, it's what comes across more, it's just the new things, but we also know that it's going to be something else after, so it's no stress. Patience. Yeah. One last question, Stéphane, and perhaps it relates to art fairs, I don't know. The concept of originality has been called into question. That being the case, what do you consider to be authentic now? Or how would you understand authenticity with respect to your own work and to what you see? I guess it's what seems real. What seems real? I'm not sure how to define authentic, but... I think that the notion of authenticity is still relevant. I don't want to look like but maybe takes more form than before, maybe. And
Je pense qu'il y a vraiment une différence entre les discours sur l'authenticité, sur l'abandon de l'auteur, du sujet, de l'authenticité. Il y a une différence entre ces discours-là et ce qui est vraiment, ce qui s'inscrit en fait, après un certain temps, dans ce qui définit une culture. Et donc je pense que peu importe, il y a une évolution dans ce que pouvait être considéré authentique, mais et avec peut-être un élargissement de ce qui est permis d'être appelé, disons, authentique. Mais je pense que ce qui s'inscrit dans la culture au fil du temps, ça reste la même authenticité. Je ne sais pas si c'est clair, mais puis ce qui est authentique, c'est ce qui a une force de transformation qui est gratuite, qui n'est pas une transformation organisationnelle. C'est comme on parlait tout à l'heure de langage, il y a une richesse qui a été ajoutée à la culture dans laquelle telle ou telle pratique s'inscrit. Et c'est là qu'on peut parler d'une authenticité dans le sens une valeur ajoutée. Tu sais. On pourrait peut-être dire ça comme ça.